Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, de metrosapiens.com. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Olivier Roland, bonjour. Un jeune entrepreneur qui donc, a eu la gentillesse d'accepter de nous recevoir dans ses locaux parisiens. Quelques mots avant de démarrer cet entretien. Est-ce que, Olivier, tu pourrais te présenter pour les auditeurs, donc les internautes qui viennent sur le site de Metrosapiens? Oui, bien sûr. Donc voilà, je suis, on peut dire, un entrepreneur blogueur. Voilà, je suis surtout connu pour mes blogs, donc essentiellement des livres pour changer de vie et blogueur pro, peut-être Habitudes Zen aussi. Et voilà, donc j'ai une entreprise entièrement sur Internet qui me permet de voyager partout dans le monde et je ne m'en prive pas. Je m'en parle parfois de mes voyages sur blogueur pro. Et voilà, je donne beaucoup de contenu gratuit avec mes blogs et je me sers de mes blogs comme plateforme pour avoir des prospects de manière automatique et ensuite leur proposer mes produits et parfois le produit d'autres personnes en affiliation. En affiliation, très bien. Alors, c'est pas ta première expérience en tant qu'entrepreneur? Non. Tu as commencé très jeune, je crois. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 19 ans, j'ai créé ma première entreprise. À 19 ans, donc effectivement c'est assez jeune. Ouais. Alors qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer une entreprise, de se lancer? Parce qu'à 19 ans, on n'avait pas toutes les armes qui sont nécessaires. Au niveau scolaire, je ne sais pas où tu en étais, mais généralement on essaie d'avoir un minimum de bagage académique pour bien se préparer au monde de l'entreprise. Alors toi, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer? Qu'est-ce qui a provoqué justement l'envie de créer une entreprise à 19 ans, aussi jeune? Alors c'est une bonne question. Alors déjà, il y a plusieurs questions. Donc j'aime bien dire que j'ai un bac-2 puisque j'ai arrêté l'école après une première littéraire. Et donc j'ai pas de bac du tout. Et j'ai arrêté l'école pour pouvoir me lancer dans cette entreprise. Alors pourquoi j'ai créé si jeune? C'est simple, j'en avais assez du système scolaire et voilà, comme beaucoup d'adolescents, j'étais rebelle, j'avais envie de quitter mes parents, j'avais envie de créer, de lancer dans la vie active, d'être indépendant, et voilà, je me suis dit que créer une entreprise c'était une bonne solution. J'avais des compétences en informatique parce que pendant des années, j'étais quelqu'un de très timide, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas de copines, les filles ça me faisait peur. Et du coup, comme beaucoup de gens comme ça, de jeunes hommes timides, je me suis plongé dans les ordinateurs puisque c'était un monde que je pouvais comprendre. Voilà, un ordinateur c'est plus simple à comprendre qu'une femme. Ouais. Donc, sinon il y a des règles logiques en fait, si tu veux. Et les règles logiques, donc les téléphones ne sont pas logiques? C'est ce que tu veux dire? C'est une blague. C'est une blague. À l'époque, je comprenais plus facilement les ordinateurs que les femmes. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que. Un peu mieux. Ah oui, je comprends mieux les femmes quand même, mais ça reste quand même parfois mystérieux. Voilà, bon, blague mise à part. Voilà, j'avais des compétences en informatique, j'ai remarqué avec un ami que on dépannait régulièrement d'autres camarades qui eux avaient des problèmes sur des problèmes qui leur paraissaient insurmontables et que nous on résolvait comme ça. Et on a décidé de tester un service de dépannage à domicile. On s'est dit mais c'est vrai, il y a tous ces gens qui ont des problèmes avec leur ordinateur. Alors c'était en 99, donc ça commençait quand même déjà à bien se développer l'informatique. À l'époque, voilà, il n'y avait pas beaucoup de dépanneurs à domicile, il y avait beaucoup de... en gros, quand on avait un problème sur son ordinateur, on ramenait l'ordinateur au SAV du magasin. D'accord. Ce qui, il fallait prendre l'ordi, le mettre dans sa voiture, le ramener, ça pouvait prendre 1 semaine, 2 semaines. Pendant ce temps-là, on n'avait pas d'ordi, et puis le résultat n'était pas toujours satisfaisant. Et donc, on a passé une petite annonce dans un journal d'annonces gratuit pour tester le concept, ça c'est important. On parle beaucoup du livre Lean Startup en ce moment qui explique en fait comment faire au-delà d'études de marché, comment faire des tests concrètement sur le marché avec des ébauches de produits ou des prototypes, se rapprocher le plus possible de conditions réelles. Et là, on a vraiment fait ça, on a fait du Lean Startup sans le savoir en fait. Et donc voilà, on a passé une petite annonce, ça nous avait coûté 60 francs à l'époque, on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires. Donc voilà, on avait 18 ans, on gagnait 50 francs d'argent de poche par semaine, on s'est dit waouh! 5000 francs d'un coup. Alors pas d'un coup, ça a mis plusieurs semaines quand même à se faire, mais voilà. Donc là, ça a été le feu vert pour moi, je me suis dit waouh, quand même, il y a quelque chose, du coup je vais arrêter l'école et me lancer dans mon entreprise. D'accord, donc en fait, tu as trouvé tes premiers clients en postant, en diffusant une annonce sur un journal. Oui. Et ensuite, comment l'activité s'est développée? À partir de là, une fois que vous avez eu vos premiers clients? Alors c'était juste un test, il n'y avait pas du tout de structure à cette époque-là, c'était au blague d'ailleurs, c'est pas bien, mais bon, c'était juste un petit test, donc c'est pas très grave. Mais ça m'a encouragé à créer une véritable entreprise, une structure.
Du coup, j'ai arrêté l'école, j'ai travaillé pendant 1 an sur le projet. Là, c'était un projet comme le plus grand envergure, qui demandait un financement, une élaboration d'un business plan, etc. Et puis surtout, il fallait que je me forme un minimum en gestion d'entreprise parce que j'y connaissais rien. Comme vous pouvez l'imaginer, à 19 ans, on n'est pas très, enfin, pour ceux qui sont passionnés, je veux dire, on n'y connaît pas grand-chose. Donc j'ai bossé 1 an sur le projet et j'ai créé l'entreprise 1 an plus tard, une vraie entreprise officielle. Une vraie entreprise, voilà, immatriculée, qui a demandé à l'époque 100 000 francs d'investissement, c'est pas énorme pour créer une entreprise. Et voilà, pour démarrer, commencer à payer, à acheter un petit peu de publicité, etc. Donc j'avais quelques clients qui restaient de cette annonce, avec qui j'étais resté en contact, mais pas énormément en fait. Quand j'ai démarré l'entreprise, j'ai démarré à peu près de zéro. De zéro. Ouais. Alors justement, à partir de là, quels ont été tes premiers mots pour convaincre tes premiers clients de se faire confiance? Quelqu'un qui a 19-20 ans, quels sont les premiers mots que tu as pu trouver pour justement convaincre, persuader tes premiers clients de travailler avec toi? Et les premiers mots que tu as pu utiliser également pour tes investisseurs, ceux qui allaient pouvoir te suivre. Là, tu as fait un investissement de 100 000 francs à l'époque. Quels ont été les arguments que tu as pu mettre en avant pour justement convaincre à la fois des prospects et des financiers de te suivre dans cette aventure? Alors, bon, on va commencer par les financiers puisque j'ai dû les convaincre avant de convaincre mes premiers clients. Alors, les 100 000 francs se sont répartis de la manière suivante. Il y avait 25 000 francs de prêt bancaire, 25 000 francs de prêt d'honneur d'une plateforme de financement d'entreprise, 25 000 francs de subvention Eden. Maintenant, c'est un prêt. Ça existe toujours, donc c'était une subvention gouvernementale, et 25 000 francs de prêts familiaux. J'ai tout simplement été prendre mon bâton de pèlerin et j'étais frappé aux portes des membres de ma famille pour qu'ils me financent. Et donc, j'ai juste expliqué J'avais fait une étude de marché sur le marché global de l'informatique, j'avais expliqué le business model, et j'avais surtout cette expérience très concluante. Voilà, on est passé de 60 francs d'investissement à 5 000 francs de chiffre d'affaires, ce qui est quand même très fort, avec très peu de moyens au final. J'avais même pas de voiture pour me déplacer chez les clients, j'avais pas beaucoup de matériel, etc. Donc, je veux dire, c'était une époque où tout le monde pouvait voir que l'informatique allait quasiment être dans chaque foyer, et ça commençait vraiment à exploser, que voilà, tout le monde avait eu au moins une fois un problème avec un ordinateur. Et il y a eu aussi, ma jeunesse n'a pas vraiment été un inconvénient. J'ai toujours dit que si j'avais créé une entreprise dans le bâtiment, enfin si j'avais voulu créer une entreprise dans le bâtiment, à mon avis ça aurait été très difficile étant donné mon âge. Par contre dans l'informatique, il y a un peu cette image du jeune génie, voilà, du jeune génie en informatique, jeune geek, du jeune hacker qui s'y connaît et qui se débrouille bien. Et ça a plutôt joué en ma faveur, je pense. Même si je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont dit ok, il s'y connaît en informatique, mais est-ce qu'il va réussir à gérer une boîte? C'était une vraie question d'ailleurs, tout à fait légitime. Mais voilà, j'ai joué sur cette jeunesse, cet enthousiasme, le fait que tout le monde pouvait voir qu'il y avait un marché, le fait que j'avais cette expérience concluante, ça c'est très important quand on a des chiffres concrets à apporter. Puis voilà, j'avais un dossier quand même que j'avais mis pas mal de temps à élaborer, qui était quand même bien épais, avec un business plan élaboré par un expert comptable qui m'avait aidé. Donc voilà, tous ces éléments ont renforcé ma crédibilité et ont fait que j'ai pu toucher donc d'abord ce prêt d'une association d'aide à la création d'entreprise. Je recommande toujours de se faire accompagner quand on crée sa première entreprise il y a un réseau énorme en France de structures d'accompagnement qui peuvent déjà vous aider au niveau de tout, de l'étude de marché, l'élaboration du dossier, le business plan, etc. Et ensuite, des réseaux de financement, et d'ailleurs parfois c'est les mêmes structures qui font l'accompagnement et le financement, et qui peuvent vous apporter des prêts qui ne sont pas forcément importants en termes de montant, mais qui sont très importants en termes d'effet levier, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez obtenu un prêt comme ça vous ouvre des portes partout, et ça aide par exemple notamment énormément à sécuriser le banquier, parce que vous pouvez lui dire voilà, je suis passé devant un jury, ils m'ont octroyé ce prêt-là, et vous avez une sorte de caution, un peu un tampon sur votre front qui vous dit ok, il a été validé, son projet a été quand même examiné par des professionnels, et on estime qu'il est bon. Et ça rassure énormément le banquier et d'autres investisseurs. Voilà, donc souvent, avoir ces premiers prêts permettent ensuite de toucher les autres et de rassurer tout le monde. D'autant plus que le banquier n'est pas un entrepreneur. Non. Il connaît très très peu de choses sur le monde du business. Donc effectivement, avoir eu l'aval d'autres jurys ou d'autres structures permet de considérablement rassurer effectivement le banquier, parce qu'en fait, lui, il gère le risque. Exactement. Donc voilà. Et si vous pouvez avoir en plus, il y a des systèmes de cautionnement qui existent pour certaines entreprises, pour certains types de création.
Je pense à Oseo notamment, ils font une caution 70% sur le prêt bancaire. Voilà, quelque chose qui, en gros, enlève quasiment tout le risque au banquier, puisque en cas de défaillance de votre part, eh bien, Oseo va rembourser 70% du prêt à la banque. Donc autant dire que le banquier, déjà, il se dit « Ok, bon, le risque est quand même faible ». Voilà, et puis bon, il y a aussi le fait que le banquier va vous demander une caution personnelle sans doute sur votre prêt. C'est un peu délicat, un peu difficile d'échapper à ça malheureusement. Et bon, c'est un petit peu pervers puisque si vous créez une société où justement le but est de séparer votre patrimoine personnel du patrimoine professionnel comme une SARL par exemple, c'est censé vous protéger en cas de faillite justement. Si jamais, c'est-à-dire que si vous faites faillite avec votre entreprise et que vous avez encore des dettes que vous ne pouvez pas régler, enfin si votre entreprise a encore des dettes quelque part réglées à des fournisseurs par exemple, vous êtes protégé, on ne pourra pas vous poursuivre personnellement sauf si le problème vous avez fait une faute de gestion. Le problème c'est que si vous avez une caution personnelle sur votre prêt bancaire au niveau de la banque, et ce qui est souvent le cas aussi sur le découvert de votre compte professionnel, la banque pourra tout à fait se retourner contre vous si vous avez un défaut de paiement sur ce prêt ou que vous avez laissé votre découvert filer trop longtemps. Donc il faut le savoir, c'est quelque chose d'important. Là, le statut de SARL ne va pas vous protéger contre ça si vous avez signé une caution personnelle. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, il faut se méfier. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Mais bon, c'est très difficile quand on crée son entreprise de ne pas signer une caution personnelle. Ouais. Je suppose qu'il est possible de le négocier, peut-être en mettant en concurrence les banques ou si vous êtes un client depuis longtemps, mais c'est difficile. Donc ça a été les débuts d'Olivier Roland SARL dans le monde de l'entreprise. C'est ça, oui. Et donc tu as eu cette activité pendant combien de temps à peu près? Pendant 10 ans, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, donc tu as été un chef d'entreprise dans le domaine de l'informatique, oui. Sur la région de Lille, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Et maintenant, avec le recul, quel conseil tu donnerais à un jeune homme de 19 ans qui viendrait te voir, qui a entendu parler de toi, et qui vient de se lancer, il a une idée, il a un projet qui a bien mûri. Si tu avais un seul conseil à donner, lequel serait-il? Alors, c'est une bonne question. Donc, si c'est un jeune de 19 ans qui a un projet qui a mûri, qui veut se lancer. Il y a un Olivier Roland Junior qui vient, tu te reconnais dans lui. Il a quel stade aussi de sa création? Est-ce qu'il a le projet qui est déjà... Il y a le projet bien ficelé. Est-ce qu'il s'est déjà fait accompagner? Non, pas encore. Pas encore. Justement, ça c'est mon premier conseil. Je l'ai déjà donné tout à l'heure, mais c'est vraiment très important. Je pense qu'il y a un peu ce mythe de l'entrepreneur cow-boy solitaire qui erre un petit peu dans les esprits. Je pense que c'est vraiment un mythe et qu'il faut, au contraire, c'est très important, surtout lors de sa première création, de se faire accompagner parce que même si vous êtes super bon techniquement dans le domaine dans lequel vous allez créer votre entreprise, ça ne fait pas de vous forcément un bon entrepreneur. Il y a une différence entre, je dis n'importe quoi, par exemple être un bon plombier et être un bon dirigeant d'une entreprise de plomberie. C'est pas la même chose. Quand on est entrepreneur, on a des tas de compétences à acquérir, des tas de savoirs, de connaissances à acquérir aussi. Il faut savoir gérer financièrement son entreprise, trouver ses clients, convaincre les prospects de vous acheter vos produits, satisfaire les clients, gérer tout ce qui est justement SAV, etc. Il faut trouver les bons prestataires qui vont justement combler un peu toutes les choses que vous ne savez pas faire. Il faut savoir à un moment donné, quand votre entreprise croît, il faut savoir recruter, ça c'est un métier à part entière, et même les gens qui sont spécialisés, qui ont de l'expérience depuis 30 ou 40 ans dans ce métier se trompent encore. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. Après, il faut savoir manager les gens que vous avez recrutés, les motiver, etc. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Alors ça peut faire peur comme ça, mais de toute façon, on ne pourrait jamais être parfait dans tous ces domaines, ça c'est pas possible. Mais il faut bien prendre conscience que c'est pas parce que vous êtes bon techniquement dans ce que vous faites que vous ferez forcément un bon entrepreneur. Et il faut prendre le temps de se former un minimum sur ces sujets, d'échanger. Et c'est tout ce réseau d'accompagnement qui est aujourd'hui disponible gratuitement en France, dans énormément de villes. Il faut vraiment profiter parce qu'ils vont vous donner justement déjà une première formation sur tous ces sujets-là, qui est très importante, et vous aider justement à vous faire penser à tous ces aspects de la création d'entreprise auxquels vous ne penseriez pas forcément si vous êtes entièrement concentré sur la technique, qui est souvent le cas. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils créent leur boîte, ils partent de leurs compétences techniques et ils se créent en fait leur job. Ce qui est bien, mais ça a aussi ses revers, et notamment voilà, ce fait qu'il y a cette dimension supplémentaire qu'on est aussi dirigeant d'entreprise, et plus seulement plombier ou coiffeur ou que sais-je. Voilà. Alors, ça m'amène à poser la question suivante par rapport à ton expérience que tu avais pendant 10 ans. Tu travailles combien d'heures par semaine? À l'époque? À l'époque, oui. Oh, j'ai travaillé énormément. Alors au début, ça ne me dérangeait pas du tout. Je veux dire qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui travaillent comme des tarés, et d'ailleurs, ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent.
Peut-être qu'ils ont un salaire en termes de montant qui n'est pas trop mal, mais quand on rapporte ça à leur salaire horaire, souvent, c'est pas, à mon avis, la majorité d'entrepreneurs, malheureusement, c'est ça. Je crois, je sais pas combien il y a d'entreprises qui sont juste des solo-entreprises avec une personne dedans, je crois que c'est la majorité, je ne sais plus le pourcentage exact, mais à mon avis, dans cette entreprise-là, les personnes travaillent vraiment comme des folles et elles ne gagnent pas forcément beaucoup. Voilà, donc je travaillais entre 60 et 70 heures par semaine facilement. Et voilà, au début c'était génial, j'étais très content, voilà, j'ai créé mon entreprise, c'était l'accomplissement d'un rêve, c'était extraordinaire, surtout à 19 ans, une véritable aventure. C'était super pendant les 2-3 premières années, je trouvais ça génial. Puis quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien, mais voilà, je voulais peut-être un équilibre, un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et là, comme beaucoup d'entrepreneurs, finalement, j'ai réalisé que ce rêve s'était transformé lentement mais sûrement en prison. Alors en prison dorée, c'est vrai, mais en prison quand même, et que c'était très difficile de s'en échapper parce que voilà, quand on est entrepreneur en France, on n'a pas le droit au chômage. Et quand votre entreprise c'est votre seule source de revenus et qu'en plus elle vous prend un temps fou, qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver une autre source de revenus ou essayer de baisser votre temps de travail, etc. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, donc ce que tu me dis, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui étaient dans ce cas-là où ils travaillaient dans leur entreprise, pour leur entreprise. C'est ça. Et qu'est-ce qui a, là je pense au IMIT, qu'est-ce qui a opéré, qu'est-ce qui t'a permis de faire ce virage pour arriver aujourd'hui au blogging, où là vraiment tu gères ton temps, tu l'as dit, tu es un travailleur nomade et puis tu peux effectivement vivre, voyager une partie de l'année dans des coins exotiques, paradisiaques. Je pense notamment à ton voyage que tu avais fait dans les îles du Pacifique. Oui, c'était à Wallis et Futuna, et à Fidji. Oui. Alors, comment tu as opéré ce virage de l'entrepreneur classique à l'entrepreneur digital nomade? Oui, c'est une excellente question. Ça s'est pas fait en un jour. Ça s'est pas fait en un jour. Évidemment. Donc voilà, on va dire, bon, au bout de 2-3 ans, je commençais à vouloir et à mieux équilibrer ma vie pro, ma vie perso. Et voilà, après la 5e année, c'était devenu une priorité pour moi, mais j'ai erré pendant des années, je ne savais pas quoi. J'ai cherché des solutions, je n'arrivais pas à en trouver. C'était en fin 2007. J'ai lu un blog, le blog de Steve Pavlina, un blogueur américain très connu, il fait plusieurs millions de visites par mois, sur le développement personnel. Et donc j'ai trouvé ce blog extrêmement intéressant, j'ai commencé à le lire, c'était la première fois que je lisais un blog, d'ailleurs pour moi avant un blog c'était une sorte de journal intime sur internet, voilà. Et il a écrit un article, comment gagner de l'argent avec un blog. Et donc il expliquait que lui, il gagnait à peu près 40 000 $ par mois avec son blog et qu'il n'avait pas grand chose à faire. Tout ce qu'il avait à faire, c'était il écrivait un article quand il voulait. Et en fait, il gagnait son argent principalement alors à l'époque, il y avait un peu de publicité, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est surtout en promouvant les produits d'autres personnes en étant affilié. Il expliquait, alors c'est génial parce que moi je recommande les produits que j'ai testés, que je trouve vraiment sympas à mes lecteurs. Je n'ai pas besoin de faire d'études de marché, je n'ai pas besoin de créer le produit, je n'ai pas besoin d'assurer le SAV, je n'ai pas besoin de faire le marketing. Une fois que tous les gens qui passent par ce lien-là et qui achètent le produit, ils me font toucher une commission et j'ai rien à faire. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, 40 000 $ par mois, écrire, j'adore le lire. Je me suis dit, c'est super, c'est ça que je veux faire. Et puis en plus, sur un blog, clairement, tout est sur Internet, on pouvait voyager. Je n'avais pas encore compris ça, mais je me disais, quand même, on doit pouvoir faire pas mal de choses. Il y a un filon là. Il y a quelque chose. À creuser. Il y a quelque chose à creuser, et en plus, ça touche une de mes passions qui est la lecture et l'écriture. Donc, j'ai décidé de tester ça et de lancer mon premier blog. Mon premier blog, c'était toutes les erreurs possibles et imaginables qu'on peut faire, je les ai faites. Voilà. Alors j'ai découvert WordPress, j'ai découvert tout. Je connaissais rien du tout au blogging en fin 2007. J'ai lancé mon premier blog je suis parti de mes compétences en fait. Donc j'ai créé un blog sur l'informatique qui s'appelle TechnoSmart. Je l'ai laissé en ligne pour montrer au monde ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous pouvez aller, vous tapez TechnoSmart dans Google et vous allez tomber dessus, vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles. Le titre déjà complètement incompréhensible, pas facile à retenir, qui ne veut rien dire, le positionnement, la manière de le promouvoir. Je me rappellerai toujours le premier article que j'ai écrit qui était long comme le bras. J'ai trouvé génial, j'ai publié, j'ai attendu que le monde entier se rue dessus et commence à le commenter. Et au bout de 2 semaines, il n'y avait toujours aucun commentaire. J'ai fait, mais pourquoi? Et donc tout ça, je n'avais pas compris qu'il fallait promouvoir les articles, etc. Bref, donc premier blog,
échec. Quand j'ai essayé de le monétiser, j'ai mis AdSense dessus, donc la régie publicitaire de Google. C'était 6 mois plus tard, j'ai quand même bossé pas mal dessus. Et voilà, j'avais gagné 16,38 €, je me rappellerai toujours. Ce premier mois, 16,38 € avec AdSense. J'ai fait, bon, ok. On est loin des 40 000 $. Alors, c'est bien, je vais pouvoir me payer 2 places de cinéma, mais bon, c'est pas avec ça que je vais en vivre. Et à peu près à cette même période, j'ai lu un livre qui a totalement changé ma vie. Et ce livre, c'est La semaine de 4 heures. De Tim Ferriss. De Timothy Ferriss, exactement. Et ce livre m'a mis une claque énorme, mais vraiment énorme. Il a changé complètement ma vision de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je ne sais même plus comment j'étais amené à lire ce livre, mais je l'ai lu. Et vraiment, mais ça m'a vraiment retourné le cerveau. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Ça m'a conforté dans l'idée de créer un business sur Internet et dans l'idée qu'un blog, ça serait sympa. Et voilà, quand j'ai lu ce livre de business, alors j'adore lire, mais j'avais jamais lu de livre de business avant. Aucun. Je lisais des livres de fiction, essentiellement. Ouais. J'ai lu La semaine de 4 heures et je me suis dit, c'est dingue. Je suis entrepreneur depuis 8 ans. Et ce livre-là a complètement changé ma vision de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres tout aussi exceptionnels qui vont changer ma vision des choses ?